Bienvenue sur Open, une série de podcasts autour de la sexualité, des témoignages pour nous inspirer, nous faire réfléchir. Nous sommes Saya Origine et très bonne écoute. Hello à tous, juste un petit message pour vous préciser que cet épisode est enregistré à distance avec notre invité. Ça s'entend, mais on s'habitue vite. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Tiffany. Bonjour. Bonjour et bienvenue. T'es là aujourd'hui pour nous parler de ta sexualité, de ta vie sexuelle. Oui. Tout à fait. Tu vas pouvoir nous parler alors du début de ta vie sexuelle avec toi-même, de la découverte de ta sexualité. Ok. Ouais, moi j'ai une sexualité très jeune. Ça, c'est vraiment ce dont je me souviens le plus. Parce qu'en fait, déjà j'ai un grand frère qui a à peu près 7 ans de plus que moi. Il me semble que c'est ça, ouais. Et du coup, quand il avait 14-15 ans, donc il était pré-ado et dans sa début de sa sexualité, etc., bah moi j'avais 10 ans, donc non, pas du tout, c'est pas le bon calcul. S'il avait 14 ans, moi j'avais 7 ans. J'avais 7 ans, donc 7 ans j'étais une enfant. et du coup, ouais, à 7 ans, même si j'étais une enfant, et ben j'étais déjà dans cet environnement hyper sexueux, parce qu'en fait on avait nos 2 chambres qui étaient très collées. Et du coup, j'entendais tout ce qui se passait dans sa chambre, dès qu'il invitait des copines, quand il avait 14, 16, 20, etc. Et donc, j'entendais tout ce qui se passait et ça me dérangeait beaucoup pour m'endormir le soir, parce que c'était un petit peu compliqué. Et en fait, il y a eu ça, il y a eu cette chose-là aussi, mais il y a eu le fait que dans ma famille... les repas de famille, les repas d'adultes avec les oncles, les trucs comme ça, bah, on parlait pas de sexe, on parlait de cul en fait. On parlait de cul et on faisait des blagues de cul en fait, c'est ça le truc. Donc d'apparence c'était quelque chose et un sujet hyper ouvert, mais d'apparence seulement, parce qu'en fait c'était juste des blagues un petit peu graveleuses ou même très misogynes d'ailleurs, ou ce genre de choses. Et puis toi t'es une enfant et puis tu veux rigoler avec les adultes, donc tu rigoles de ce genre de blagues et puis tu t'appropries ces blagues là aussi. Et il y a eu ça, j'ai souvenir aussi que j'avais retrouvé, enfin que souvent j'étais seule en fait dans notre maison, et que en fait quand j'étais toute seule dans la maison, j'allais fouiller dans les affaires de mes parents. Je pense qu'en tant qu'enfant, je sais pas, c'est un truc peut-être qu'on fait tous, je sais pas. En tout cas moi j'allais fouiller dans les affaires et j'avais retrouvé des vidéos cassettes à l'époque, des cassettes porno de mes parents, alors pas vraiment très bien cachés. Hein, alors, juste... de tes parents dans la cassette ou... Non, ça aurait été vraiment bizarre. Là, on aurait bien entré dans une vie sexuelle encore plus chelou. Mais non, c'était pas eux. D'ailleurs, je me souviens même d'avoir d'une scène, enfin d'un porno que je regardais en boucle petite, hein, donc c'est quand même très bizarre. Enfin, c'est quand même pas normal, on va dire. Enfin, normal. C'est quand même pas anodin. Et en fait, du coup, c'était un truc médiéval. Donc, c'était des dames avec des grandes robes. Et c'était hyper excitant parce qu'en fait, elles soulevaient leurs grandes robes et elles avaient du coup un pubis somme toute sauvage. Parce que bon, c'était des cassettes qui dataient quoi, de l'époque, etc. Et c'était génial, hein. Et voilà, il y avait des scènes de cul comme ça. Bref, et moi j'ai 7, 10, 11, 12 ans et je regarde ces cassettes, quoi, limite en boucle, entre, je sais pas, un mix entre la curiosité, l'excitation, le qu'est-ce que c'est, et peut-être d'une façon inconsciente, tiens, c'est ça, être adulte et parler de cul, enfin, j'en sais rien. Donc il y avait peut-être plein de choses mélangées là-dedans. Et donc pour toutes ces petites raisons, je dirais que j'ai été du coup très sexuée, et pas forcément sexuée, mes fesses étaient très sexuées petites. C'est-à-dire que en fait, même gamine, j'avais ce qu'on peut dire un bon boule, et en fait ça faisait partie des blagues des oncles et de la famille et même des tantes. Moi je comprenais pas à mon âge c'était quoi d'avoir un bon boule, ou que tout le monde était tout le monde, qu'il y avait une sorte de, je sais pas le mot, qu'il y avait une histoire autour de ça en tout cas, quoi. Voilà, qu'il y avait une histoire autour de ça, je comprenais pas. Et donc
Et donc voilà, et par rapport à mes copines, moi c'était pas au niveau de la poitrine parce que je sais que j'ai entendu l'histoire d'une copine qui me disait qu'elle était aussi hyper sexuée petite parce qu'elle a eu une poitrine rapidement et très importante, même à 12-13 ans, et que c'était hyper compliqué pour elle dans la rue d'avoir le regard des hommes, etc. Mais moi je l'ai aussi vécu en fait au niveau des fesses, ce qui est peut-être moins courant ou moins direct, mais ça a été le cas aussi. Et bref, et du coup, je dirais que je me suis masturbée très jeune aussi, c'est ça. C'est que déjà, en fait, à cette période-là, à cette époque-là, je commençais déjà à me masturber. Et je me masturbais en me frottant contre mon oreiller, des peluches, ce genre de choses. Alors, mes partenaires de masturbation étaient très platoniques, hein, mais mais il y avait déjà des partenaires à l'époque. Kiki et Frimousse. C'est des noms de peluches, non? Ouais. Et voilà, j'ai eu mon premier petit copain à l'âge de 14 ans. Donc j'étais très amoureuse à cette époque, etc. Et on a très rapidement fait des préliminaires ensemble, mais genre vraiment très rapidement. Je pense que... Ouais. Je te coupe juste pour revenir sur la masturbation. À ce moment-là, tu ressentais de la culpabilité quand tu le faisais, petite? Alors, pas si c'était de la culpabilité, mais disons que je me cachais, ça c'est sûr. Mais alors, est-ce que je me sentais coupable après l'avoir fait? Je sais pas. Mais en tout cas, quand je le faisais ou quand j'avais envie de le faire, que j'étais en train de me dire je vais le faire, je faisais en sorte de me cacher, c'est sûr. Mais en fait, quelque part, j'ai ce sentiment-là c'était un petit peu presque mon moment à moi, personne ne pouvait le savoir. Donc il y avait un truc de ok, je le cache, mais en même temps, je suis trop contente. Et puis il y avait cette excitation presque de l'interdit, du danger. Et puis encore une fois, je crois que je me disais t'es une adulte ou t'es une femme. Et je pense qu'il y avait tous ces trucs-là mélangés. Et donc, pardon, ton copain, du coup, préliminaire? Ouais, on a fait des préliminaires très très tôt. Alors j'avais 14, lui il avait 16. Et donc ouais, des préliminaires très rapidement ensemble. Et puis j'ai fait, donc du coup ma première fois j'avais 14 ans. Et c'était super cool en vrai parce que bon, moi j'avais 14 ans, j'étais hyper amoureuse de ce garçon-là. Cette première fois, elle a été... je peux dire qu'elle a été super, super cool avec le recul, honnêtement. Je retiens beaucoup plus la soirée et tous les événements qu'il y a eu avant que l'acte en lui-même. Et voilà ce que je peux dire par rapport à cette première fois. Et en fait, à partir de là, j'ai découvert aussi une autre facette de la sexualité qui n'était plus de la masturbation, que ce soit toute seule ou avec quelqu'un, et qui était vraiment la sexualité de la pénétration. Et en fait, la masturbation, elle est devenue presque désuée, en fait. Et qu'il y avait presque ce truc de ok, maintenant, t'as réussi à aller jusqu'à la pénétration, waouh! Il y avait vraiment cette énergie très masculine en moi, ce truc de... je sais pas, de conquérir quelque chose, je sais pas, fallait que je me prouve quelque chose à je ne sais qui et je ne sais quoi. Et du coup, dès cette première pénétration, en fait, il y a eu beaucoup d'autres pénétrations. C'est très bizarre de dire ça. Oh, petit vagin, je t'aime très fort. Du coup, t'as arrêté de te masturber, c'est ça que tu voulais dire? Que t'avais plus cette sexualité avec toi-même? Non, j'ai toujours continué à masturber. D'accord. Mais du coup, là, il y avait vraiment une sorte de quête. T'avais un rapport à la sexualité qui était différent, quoi. Ouais, complètement différente. Pas comme de passer du stade enfant au stade adulte, mais un truc un petit peu similaire à ça, quoi. Ouais, il y avait peut-être ce truc-là. En tout cas, je sais pas, difficile à me mettre des mots encore aujourd'hui, mais voilà. Alors du coup, après ce garçon-là, en fait, je dirais que de mes 14 ans à mes 20 ans à peu près, 22, 23 ans, j'ai enchaîné les petits copains. Et c'était en plus... tout le temps des relations, enfin je me mettais tout le temps vite en relation et c'était tout le temps des relations intenses. À chaque fois j'avais l'impression d'être amoureuse ou quasiment, même si après je me disais ah non pas du tout en fait. Mais en tout cas je vivais le truc hyper à fond et j'avais ce besoin en tout cas d'être en couple, d'être en partenariat j'allais dire, mais il y avait vraiment ce truc de être avec quelqu'un en binôme. Et je pense que je me suis beaucoup éduquée justement par ces relations sexuelles et par ces relations de couple. Et une éducation peut-être qui m'a beaucoup manqué justement petite. Et je pense que j'ai beaucoup appris de la vie, en tout cas de par ces relations que j'ai enchaînées. Alors c'est sûr que d'un point de vue extérieur, je m'en suis beaucoup voulu, où je me suis beaucoup même jugée, où j'ai beaucoup vécu des jugements même autour de moi. Parce que même si ce n'était pas quelque chose que je montrais fièrement au monde,
je sentais bien que mon rapport avec les femmes était compliqué, que mon rapport avec les hommes aussi pouvait être compliqué parce que du coup, j'étais pas considérée comme quelqu'un de facile, mais disons que c'était un petit peu... J'ai cette scène dans How I Met Your Mother où il y en a une qui est jamais célibataire, et dès qu'elle est célibataire, elle ouvre sa fenêtre, ou un truc comme ça, et du coup, le premier arrive, il court, il dit « Ah, vite, 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 elle est célibataire, faut y aller !» J'avais un peu cette image de dire « Bon, alors là, je suis célibataire, alors là, du coup, je vais avoir... Est-ce que tu avais l'impression d'être du coup toujours dans des rapports de séduction avec les mecs que tu rencontrais ? Ouais, je pense. Je pense qu'il y avait toujours des rapports de séduction, mais presque, j'ai envie de dire même quelque part de domination, parce que j'avais besoin de contrôler tous ces liens de séduction, etc. C'était pas du tout un lâcher prise, c'était plus un contrôle, et encore une fois, c'était quelque chose que je voulais me prouver, ou je sais pas. En fait, le contrôle de ce rapport que j'avais avec les hommes, de cette séduction, de cette sexualité, je pense qu'elle s'est vraiment accentuée justement quand j'ai eu 16 ans. Parce qu'en fait, à 16 ans, j'ai subi un viol. Et ce viol, je me suis rendu compte que c'était un viol il n'y a pas si longtemps que ça. Et en fait, donc, je sais pas si je raconte, je peux raconter, je sais bien pas. sûr, vas-y, dis-nous ce que tu as envie de nous dire. Ok. Alors du coup, j'avais 16 ans, j'étais au lycée. Et en fait, j'étais du coup de ces nanas qui traînaient plus avec les garçons, parce que je pense que du coup, avec les filles, c'était aussi compliqué par rapport à ce rapport-là que j'avais, etc. Et donc, j'avais plein de potes. Pas forcément des amis, mais plein de potes. Et du coup, le moins j'étais chez moi, le mieux c'était. Donc, 16 ans, on me propose de faire d'une soirée, un truc entre potes, dans une maison. À 16 ans, c'est que les maisons des parents. Hein. Et moi, je me dis, trop bien, cool, ok. Et en fait, j'avais pas mon permis, rien. Donc, on me propose de venir me chercher en voiture. Le mec qui organisait cette soirée. Et puis, donc, il vient me chercher en voiture. Il m'emmène donc chez ses parents, où ils étaient... à peu près 5 ou 6 potes, que des garçons. Moi, j'avais pas compris ça. Je pensais que c'était quand même une petite soirée sympa, filles-garçons. Mais en fait, je me suis retrouvée donc, dans cette soirée où il y avait 5-6 garçons qui étaient plus âgés que moi. Parce que moi, j'étais du coup en seconde et ils étaient tous des terminales, etc. Donc, hyper intimidée. Puis bon, 16 ans, t'as pas confiance en toi. Ton caractère, il est pas hyper affirmé, etc. Donc, j'étais là et puis moi, je me disais pas « Oh, c'est chelou, rentre chez toi, écoute-toi ». Je me disais « Fais bonne figure, fais en sorte qu'on t'apprécie, et puis fais la dure, fais la grande, etc. » quoi. Donc, je suis à cette soirée avec ces garçons qui boivent de l'alcool. Et en fait, ils se disent « Viens, on va faire un jeu d'alcool, etc. » Donc, moi, je me souviens que du coup, comme je vous ai dit avant, je me laissais un petit peu entrer dans le jeu. Donc, jeu d'alcool, et ils ont fait en sorte qu'en fait, c'est que moi qui bois, quasiment. Donc, je me souviens plus trop de comment ça se passe, mais je me souviens que je me sens très vite très mal, donc alcoolisée. Et en fait, je sens que j'ai des vertiges, que j'ai la tête qui tourne. Enfin, vraiment, ça va pas du tout. C'était pas oh, je suis bourrée, trop bien, trop bien. Non, enfin, c'était oh là là, j'ai envie de vomir, je vais pas bien du tout, j'ai envie d'aller dormir, etc. Et du coup, je vais voir ce garçon qui tenait donc la soirée, la maison, etc. Et je lui dis, qui était venu me chercher, et je lui demande s'il peut me ramener chez moi parce que je me sens vraiment pas bien et que là, je sens que ça va pas, quoi. Et puis il me dit, non, moi j'ai bu, je te ramène pas chez toi, en fait tu dors là, quoi. Et moi j'avais pas du tout prévu de dormir là, ça m'était complètement... j'étais hyper naïve à ce moment-là, et je me suis dit, ah non, mais je veux pas dormir ici, puis je les connais pas, puis je me sens pas bien, etc. etc. Il me dit, de toute façon t'as pas le choix, moi j'ai bu, donc tu dors là. Donc pas le choix. Donc il me met dans la chambre de sa petite sœur, qui n'était pas là, donc je m'allonge dans le lit de sa petite sœur. Et en fait, je m'allonge évanouie, quasiment, parce que je me souviens pas trop de grand-chose. Et en fait, ce garçon est venu me voir à plusieurs reprises, s'allongeait à côté de moi, et puis je sentais sa présence, et je lui disais « mais va-t'en, je me sens pas bien ». Et puis bon, il a insisté, il me touchait, etc., etc. Et après, il me disait « mais là, tu dois avoir trop chaud ». Et moi, je lui disais « oui, j'ai chaud ». Enfin, c'était que des trucs un peu bizarres dont je me souviens. Donc, je me souviens, par exemple, enlever mon pull. Et en fait, après, j'ai des flashs où je me retrouve en fait en sous-vêtements. Et puis là, je comprends pas. Et j'ai comme pas maîtrise de mon corps, pas maîtrise de mes pensées. Et ce garçon qui finalement finit par coucher avec moi, parce que moi, j'en étais pas apte de quoi que ce soit. Donc, le lendemain matin, je comprends
qu'on a couché ensemble. Et en fait, la seule pensée que j'ai à ce moment-là, c'est que, bah oui, de toute façon, tu l'as cherché, et puis tu as voulu coucher avec lui, et puis de toute façon, t'as bien dû faire ta chaudasse, et puis de toute façon, tu le mérites, et puis plein de choses comme ça. Et donc, pas du tout à ce moment-là, je me suis dit que j'avais subi quoi que ce soit. Et en plus, la petite anecdote dont je me souviens, qui est à la fois drôle, parce que ça m'a fait comprendre plein de choses, à la fois un petit peu triste aussi, mais aujourd'hui ça va très bien, c'est que en fait, je me souviens que quelques jours avant, avec mon argent de poche, je m'étais offert des super beaux sous-vêtements. Et c'était mes premiers beaux sous-vêtements que je m'étais offerts, etc. Je me souviens qu'ils étaient un peu en soie et tout, enfin bref. Et c'est l'époque 16 ans où je sais pas, où justement tu découvres un peu ta féminité, etc. Et en fait, j'avais mis ces beaux sous-vêtements ce soir-là. Et du coup, j'ai associé pendant très longtemps le fait que la féminité, le fait d'être belle, le fait d'être sexy, c'est dangereux. Ça fait que du coup, tu es vulnérable, ça fait que du coup, tu vas être violée, ça veut dire que du coup, etc., etc. Et tu envoies plein de signaux dans ce sens. Et ça, je l'ai compris après. Et du coup, j'ai compris aussi pourquoi, après cet événement-là, je me suis pas assez aimée pour pas assez me respecter et pour être plus dans ce contrôle de mon corps, ce contrôle de mes sensations et de l'apparence, dans le sens où qu'est-ce que j'envoie en fait comme information aux hommes pour ne pas être vulnérable, etc., etc. Donc c'est pour ça que j'ai été dans des relations où je pense que j'étais dans le contrôle et dans une certaine domination et une certaine énergie très masculine, dans le sens où j'enchaînais en fait, comme un mec pourrait penser, en fait, de la pensée basique, hein. J'enchaîne les gars, de toute façon je m'en fiche, c'est comme ça, et puis oui, bah, le premier soir on couche ensemble, bah ouais, on couche ensemble, et puis si j'ai pas envie de le rappeler, je le rappelle pas, et puis même si je me mets sur Tinder, je prends un mec au hasard, je l'invite chez moi, je sais même pas comment il s'appelle, et je lui dis de se barrer 1 heure après, je le fais. Et en fait, j'avais comme envie de me prouver toute cette pensée masculine qui n'est pas forcément vraie, on est d'accord, tous les hommes ne pensent pas comme ça, fort heureusement, mais que je croyais vraie à l'époque, qui était une manière pour moi de me protéger en me disant de toute façon, les hommes, eux, ils ne peuvent pas être faibles, ils ne peuvent pas leur arriver des choses. Et donc, j'ai vécu cette expérience d'être un peu dans la sexualité d'un homme archétypal, le nul, on va dire ça comme ça, jusqu'au jour, parce que la vie est bien faite quand même, j'ai donc 23 ans, en fait je réalise que je suis enceinte, que je suis tombée enceinte. Alors pareil, le contexte de ça, c'est, j'étais sur Tinder, et puis j'avais fait un date Tinder d'un mec qui était très sympa, il s'appelait Kevin, si tu passes par là. Il était sympa et il s'appelait Kevin, c'est très... ça arrive. Attends, parce que un des seuls mecs que j'ai rencontré sur Tinder s'appelait Kevin aussi, ça se trouve c'est le même. Mais c'est Bonjour marrant, Kevin, c'est toi aussi marrant ce truc autour du Kevin, parce que les pauvres Kevin, Kevin. ils prennent tellement cher. Les pauvres Ils prennent Kevin. cher. Franchement, ils prennent cher. Alors qu'on sait très bien que sur les sites de rencontres, il n'y a que des Maximes. C'est vrai. Donc tu tombes enceinte. Ouais, et en fait, du coup c'était de ce mec-là, mais c'était hyper sympa et il était vraiment cool. Donc, on avait une relation amicale avec un peu de sexe, et il a fait que, malheureusement, j'avais arrêté la pilule il y a 2 semaines. La capote avait craqué et ça n'a pas loupé, on va dire. J'ai été le bon lot, voilà. Et du coup, le truc assez drôle, c'est que j'ai appris que j'étais enceinte le jour de la fête des mères. Waouh. Ouais, c'est drôle. Et du coup, ça m'a mis forcément, ça m'a mis une claque. Ça m'a mis une claque parce qu'en plus, alors gros déni total, hein, j'achète le test à la pharmacie et j'étais avec ce garçon qui m'a un petit peu poussée à le faire parce qu'il s'est dit t'es sûre? Moi je dis mais oui, t'inquiète, moi mon corps, t'inquiète pas, y a rien qui t'inquiète pas. Il m'a quand même poussée, il me dit non mais quand même, on sait jamais. Donc moi je l'ai plus fait au départ comme pour jouer, limite oui d'accord, alors ça va être trop drôle, viens on va à la pharmacie, on va prendre un test rigolo, trop drôle. Et je me suis même dit que j'allais lui faire une blague. Ouais. Oh super. Non mais en fait l'histoire est très drôle, c'est qu'après qu'on part dans cette pharmacie, on se pose, donc on était en pleine journée dans Paris, et en fait on se pose dans un café en terrasse, et moi je lui dis je vais aller faire le test, je vais aller aux toilettes du café et puis je vais faire le test.
Parce que bon, j'étais pas j'étais dans un déni total et je pensais que je m'en foutais. Donc je me disais, bah oui, t'inquiète, c'est drôle. Donc je vais dans les toilettes, je fais le test, et pour moi le test était négatif, parce qu'un test de grossesse, globalement, il faut 2 traits distincts, ça veut dire que c'est positif. Et moi, il y avait vraiment un trait qui était bien lisible et un autre qui était un peu effacé, chelou. Donc moi, je me suis dit, c'est bon, je suis pas enceinte et tout. Donc je sors des toilettes, je rejoins ce fameux Kevin, et puis je lui fais la blague, c'est ça qui est fou. Je lui fais la blague en lui disant, putain, merde. Non mais merde, je crois que je suis enceinte et tout. Il me dit arrête, tu déconnes. Bah si et tout. Et après je pouffe de rire et on rigole bien quoi. Et après il me dit non mais fais voir quand même le test, et je lui montre. Puis là lui je vois il rigole pas en fait. Il me dit non mais en fait t'es sûre là? Et je lui dis bah ouais je suis sûre. Il dit tu veux pas qu'on aille quand même revérifier, qu'on aille montrer à la pharmacie si jamais? Puis là je commence à m'en rigoler, je fais bon ok, tu commences à me faire peur, bon d'accord, bah on va y retourner. On retourne à la pharmacie, je lui montre le test en lui disant oui, j'étais la demoiselle qui est venue juste avant pour le test, vous savez, bah, je viens de le faire. Et elle le regarde comme ça et elle me fait oui, vous êtes enceinte. Là je la regarde, je fais non, quoi? Non. Elle me dit si, vous êtes enceinte. Et là c'est pas drôle. Hein. Là du coup tu dis ok. Et en fait ce qui est fou, c'est que pour toute femme, t'es pas du tout préparée à ça. C'est qu'en fait là, à ce moment-là, et pourtant... je suis d'ascendant vierge, donc moi, l'organisation, la planification, ça me connaît. Mais à ce moment-là, je savais pas du tout quoi faire. Je me disais, ok, par où je commence? Tu t'en as aucune idée. Tu sais pas quel médecin aller voir, qui appeler, tu sais pas. Donc je sors de cette pharmacie, et puis Kevin était hyper sympa, tant mieux. Donc il m'a aidée, en tout cas, il m'a soutenue dans cette période, et c'était hyper cool de sa part. Et puis après, en fait, s'en est suivi plein de tests gynéco, machin et tout. Tu savais déjà que tu voulais avorter? Ouais, ah bah ouais, bien sûr. Enfin, j'avais 23 ans, ce garçon, je le connaissais à peine, j'avais pas du tout envie d'être mère, en tout cas à l'âge de 23 ans, etc. J'avais aussi une maman qui a eu des enfants très jeunes, et du coup, je pense que j'ai un peu bouclé la boucle en ayant cette expérience, et c'était un petit peu une sorte de... Je sais pas, je le vois un petit peu comme la vie qui venait un petit peu de me réaligner tout ça. Est-ce que tu vas faire un peu comme maman? Est-ce que tu vas trouver tes propres ressources? Est-ce que tu vas continuer aussi dans cette énergie sexuelle qui te correspond pas et dans toutes ces peurs? Voilà. Et c'était une manière, en fait, à mon corps, de me reconnecter à plein d'archétypes. Du coup, l'archétype de la vierge, de la mère, de la femme sexuée, etc. Et du coup, c'était une expérience hyper transformatrice que je remercie beaucoup. Même l'expérience que j'ai eue quand j'avais 16 ans, c'est que des expériences qui m'ont permis d'avancer. Et du coup, voilà, j'ai avorté. Et en fait, suite à ça, bon, alors je la fais courte parce que bon, il y a eu quand même pas mal d'émotions et pas mal de péripéties autour de ça. Sachant que j'ai dû avorter par chirurgie et non pas par médicament. Parce qu'en fait, ça tombait pile pendant des examens. Enfin, ce genre de truc. Voilà. Et en fait, après ça va bien calmer. Et j'ai bien repris connexion avec mon corps, différemment. Et en fait, j'avais envie de me donner tellement d'amour parce que j'avais vécu une épreuve qui était très intense. Et en fait, du coup, là, j'étais plus tournée vers l'autre comme la personne ou l'élément qui pourrait me réparer, mais en me disant, tu peux te réparer toi-même, en fait. Parce que là, même si tu vas chercher d'autres garçons, même si tu vas chercher d'autres expériences sexuelles, domination, etc., même tout ça, en fait, ça va pas te réparer. Ça va pas réparer tes blessures, ça va pas réparer tes croyances familiales, etc. Et ce qui peut te réparer, c'est de te reconnecter à ton corps et lui donner de l'amour, parce que là, c'est tout ce qu'il a besoin en vue de ce qu'il a vécu. Et c'est ce que j'ai fait pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. Oui, je suis partie après, par exemple, toute seule en Thaïlande pendant 1 mois, sur une île où j'avais qu'une envie, c'était d'être dans une cabane en bois face à la mer, toute seule. Et puis ce que je disais, c'est que ce voyage va m'aider à me retrouver et à retrouver de la paix, en fait, en moi et de la douceur. Et en fait, ce qui est très drôle, c'est que je suis tombée sur l'île que les gens de l'île disaient que c'était l'île de la tentation. Parce que
il y a que des beaux mecs, qu'il fait beau tout le temps, t'es tout le temps en maillot de bain. Enfin, c'est le paradis du Tinder, quoi. Et en fait, pendant 1 mois, je m'en foutais, total, parce que je m'aimais tellement, que j'étais trop bien avec moi, que même si j'avais des hommes autour de moi, et ben je les rejetais pas. J'échangeais avec eux, et puis et c'était trop cool, et j'ai rencontré des personnes vraiment géniales. Mais il n'y avait plus de la séduction, il n'y avait plus je veux me prouver d'eux, il n'y avait plus de sexe aussi. Enfin, je ne dis pas que j'étais rentrée dans une phase nonne, hein, mais j'avais pas envie en fait. J'avais pas envie, c'était pas dans mon envie. Et je n'utilisais plus le sexe comme un langage pour me prouver je sais quoi. Et en fait, je disais, bah non, ce voyage, c'est pour moi. Et le couple que je vais créer et l'osmose que je vais créer, c'est avec moi-même. Et ça m'a beaucoup, beaucoup aidée. Mais du coup, t'as rencontré un mec après ça, là, ton mec actuel, tu l'as rencontré... Ça fait combien de temps que t'es avec lui ? Ça va faire 2 ans en janvier, en décembre. T'as 27 ans ? J'ai 29. D'accord, donc tu l'as rencontré bien après ça, finalement, ce mec-là. En fait, je l'ai rencontré à la même période. D'accord. Je l'ai rencontré 1 semaine avant que je parte en Thaïlande. Et du coup, il y a eu tout ce mois où on s'est pas vus. Et en fait, après la Thaïlande, je suis partie aussi 10 jours faire une expérience Vipassana. Et du coup, donc Vipassana, où c'est en gros, pendant 10 jours, tu médites et t'es coupé du monde. Donc en fait, ce garçon, je l'ai pas revu pendant quasiment 1 mois et demi, 2 mois. Et j'aimais trop notre rencontre, mais j'avais aucune attente, j'espérais pas grand-chose. Et en fait, je le trouvais tellement génial que je me disais de toute façon, j'espère qu'il est heureux, peu importe ce qu'il fait, trop bien, c'est trop bien, j'espère qu'il kiffe sa vie, quoi. C'est tout ce que je me disais. Et quand je suis rentrée de Vipassana, on s'est vus très rapidement et c'était trop bien. Et du coup, ça fait 1 an et demi que ça dure et maintenant on vit ensemble. On a adopté un chien et on vit... Et du coup, en fait, tu parles vachement du côté masculin de la sexualité, donc t'as été visiter ça, ce côté chez toi. Et aujourd'hui, tu dirais que tu te réconcilies avec ton féminin, que tu vas le visiter, ce féminin-là ? Bah ouais, justement, ça fait du coup, je dirais 1 an et demi, 2 ans vraiment que je me reconnecte à ce féminin-là. Comment, du coup, déjà la vie m'envoie beaucoup de signes et beaucoup de choses dans ce sens. J'anime des cercles de femmes, je me suis reconnectée à cette énergie féminine, à cette énergie de douceur, de silence, d'écoute. Et si je l'ai fait, évidemment, l'élan du cœur, il vient aussi parce que j'en ai besoin et que je ressens l'envie et le besoin aussi, ne serait-ce que par rapport à moi. Et que après, je vois à quel point ça honore et ça rend merveille, ça veut rien dire, mais j'ai envie de dire ça. Ça rend merveille plusieurs femmes et ça guérit, même si guérir, j'aime pas trop parce que ça voudrait dire qu'on est malade à la base. Disons que ça répare, voilà, ça répare beaucoup de choses. Et du coup, dans ma sexualité aujourd'hui, par exemple, j'aime pas trop dire que j'ai une sexualité sacrée parce que ça sous-entendrait qu'il y en a une qui n'est pas sacrée, qui est profane et qui serait à bannir. Que j'ai une sexualité qui est consciente. Et j'aime bien dire que c'est grâce à lui que je me fais l'amour. Que c'est grâce à lui que tu te fais l'amour ? Ouais. C'est beau. Est-ce qu'on peut le tatouer quelque part ? Canel veut tout se tatouer. Oui. Ok, donc t'as vraiment la découverte de cette sexualité, elle est vraiment avec lui en fait. Alors non, je dirais pas que je la lie à lui justement. Je pense que c'est du fait que je me suis reconnectée à mon amour personnel que du coup j'ai attiré quelqu'un qui va dans ce sens de cet amour en fait. Est-ce que lui a permis ça ? Je dirais que je l'ai attiré à moi et que je l'ai même presque créé dans le sens où je crois très fort que l'on crée ce que l'on croit. Et si je crois que j'ai envie de me faire du bien, de m'apporter de l'amour, de la douceur, ou même juste de la douceur, ça sous-entendrait que la sexualité, elle est maintenant que douce. C'est même pas ça. C'est m'apporter de la vérité, en fait. Quelque chose qui n'est plus dans le mensonge et dans la réparation, et plus dans l'expérience, le moment présent, tout ça. Et du coup, j'attire à moi cette croyance-là et je la crée, qui est du coup mon copain. Je l'ai créée, en fait. Mais ouais. Frankenstein. T'as autre chose que tu voudrais dire sur ça, sur cette reconquête ? J'ai tellement de sujets, là, faudrait peut-être m'aiguiller, je sais pas, mais ouais. J'ai pas d'idée spécialement, hein, c'est... Moi, je dis rien parce que je suis comme ça depuis le début. Je suis un peu... je trouve que ton témoignage, il fait du bien, en fait. Et j'ai même été un peu émue. Donc c'est pour ça que je disais pas grand-chose, mais j'étais genre... ouais. Donc ouais, ton témoignage, il fait du bien et je pense que...
il fera sûrement du bien à beaucoup de personnes qui nous écoutent. Voilà, donc je voulais te remercier pour ça. Voilà. Moi aussi, ça m'a vachement émue quand t'as parlé de l'avortement et tout ça. Déjà, ce que t'as dit, à quel point, en fait, ouais, c'est vrai, on sait pas où aller, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, tu t'es enceinte et tu sais pas. Tu ne sais pas ce qui se passe, tu sais pas si tu dois aller chez un gynéco, chez un généraliste, enfin... T'es pas prêt, quoi. T'es pas prête. Moi, j'ai l'expérience, je me souviens, où j'étais du coup en plein examen, donc hyper stressant, tout en gérant ce truc-là un petit peu toute seule parce que je l'ai pas dit dans ma famille, etc. Ça, c'est un truc aussi. Et j'ai un appel parce que j'avais fait des tests, donc pour voir si tout était ok dans mon sang ou dans mes trucs, je sais même pas en fait. Et en fait, du coup, j'ai l'appel du médecin en plein cours. Donc je m'éclipse du coup un peu en stress. Et puis ce médecin qui me dit bonjour mademoiselle, c'est juste pour vous dire que tout se passe bien, que votre enfant est en bonne santé, etc. Moi c'est là. Non, par contre en fait tu vas avorter. Ok, alors très bien, tout va bien se passer. Et j'étais là genre, mais en fait j'ai chialé ma race alors que j'étais profondément, je savais que je voulais pas de cet enfant, que c'était très juste pour moi de pas l'avoir. Mais quand t'entends ça, et qu'en plus t'as tes hormones qui sont en fulgurance, quoi, mais t'as juste envie de l'étriper sa race en te disant, mais attends, mais vous êtes pas au courant, là, comment ça se passe? Enfin, quel est la non-délicatesse? Et je pourrais vraiment écrire un livre sur l'IVG tellement qu'il y a de choses à dire. Mais aussi, moi donc, à un moment donné, tu fais une échographie de datation. Ouais. Et donc l'échographie, moi j'y vais, je sais aussi comme toi que je veux avorter, j'en suis persuadée, etc. Et pareil, on me fait l'échographie et mais tout va bien, c'est un enfant mais merveilleux, bien accroché, les battements du cœur, nanana. Et t'es chez le gynéco normal, c'est-à-dire qu'autour de toi, il y a que des photos de bébés, comme papa, nanani, bébé, tata, et toi t'es toute seule dans ce truc-là, tu vas avorter et t'es entourée par des poussettes, des jouets, des machins, des trucs. Et là tu te dis... en fait, tu vas appeler encore une fois cette partie forte de toi, tu vois. T'es obligé de couper un peu tes émotions, parce que sinon, en fait, t'arrives, tu t'effondres, tu vois. Enfin... Ouais, je me souviens qu'on m'avait demandé si j'avais envie que ce soit une anesthésie générale, donc que je me souvienne de rien, ou locale. Au début, je me suis dit générale. Moi, je veux rien me souvenir, nanana. Et après, j'ai réfléchi, je vais attendez. En fait, je veux être présente. En fait, je veux être là. En fait, je veux vivre cette transformation, ce deuil, cette douleur. Je veux la vivre, en fait. Et en fait, je veux arrêter de me déconnecter de mon corps. Au contraire. Donc, vous allez me faire une anesthésie locale. Ça a été hyper dur, mais au moins, j'étais là. Et en fait, je me suis dit après coup, mais heureusement que j'avais fait ça pour toutes ces raisons-là, mais aussi parce qu'en fait, à l'hôpital où j'étais, qui était pourtant un très bon hôpital parisien, etc., tu es un numéro. Ça passe... ils font ça à l'appel, quoi. À la chaîne, comme ça. Pam, allez hop, la suivante. Et en fait, je me suis dit, mais je serais pas une... On va pas m'arracher un bout de chair comme ça, comme un... Non, mais moi aussi, je l'ai fait en anesthésie locale parce que je partais le lendemain en avion. Et du coup, je pouvais pas être sous anesthésie générale. Et alors moi, j'ai trouvé que j'étais bien accompagnée. Alors, j'ai été très mal accompagnée tout du long, sauf ce moment-là. Donc, c'était plutôt pas mal. Les nanas étaient hyper présentes et tout. Et puis, il y avait un truc de femme aussi parce que là, t'es avec 3 femmes. Donc, t'en as 2 dans ta chatte. Et une autre à côté de toi qui te parle un petit peu et qui vérifie que tu t'évanouis pas, tout ça, tu vois. Mais c'était un moment très très fort, j'ai trouvé, d'être entourée de femmes comme ça. Et tu sens l'enfant tu as une contraction, hein, donc tu l'expulses. Oui. Hein, on en pleurerait toute notre vie de ce truc-là. Hein. Mais il y a un moment fort comme ça entre femmes, de voir ce truc-là, quoi. Enfin, c'est quelque chose, hein, quand même. Hein. Ouais. Et c'est marrant, là j'ai l'impression que tu mets le doigt sur quelque chose où tu m'as demandé tout à l'heure comment aujourd'hui presque je vis en fait cette énergie féminine, etc. Ben, en fait pour moi l'énergie féminine a quelque chose qui est très beau et que j'ai envie justement de remettre en place, c'est l'importance du rituel, mais tu sais de la célébration, de l'intégration. C'est-à-dire que quand on vit ça, par exemple un moment comme un IVG qui est hyper intense, de pas juste sortir de l'hôpital et ok c'est bon on reprend notre vie normale et tout va bien. Non, de prendre ce temps presque même d'honorer en fait ce moment. Alors ça peut être sur plein de façons différentes, peu importe, en fait chacun fait comme il veut. Ça peut être je vais marcher toute la journée près de, enfin j'en sais rien, non, enfin pas trop marcher après, enfin, moi je pouvais pas trop, mais ça peut être en pleine nature, écrire une lettre à mon enfant, lui dire au revoir, m'offrir un massage pour me reconnecter à mon corps. Ça peut être plein de choses différentes qui sont hyper simples comme peu importe.
Et en fait, ouais, se reconnecter à honorer en fait ces étapes. Et je pense que c'est ça aussi l'énergie féminine, c'est que tout est cyclique. Tout est cyclique. En fait, pour moi, c'est important de mettre de la conscience et prendre le temps de tous ces cycles, toutes ces étapes, que ce soit l'étape de la découverte, de l'expérimentation, de la transformation, de la mort, et aussi de la renaissance, etc., etc., etc. Et en fait, pas juste les passer en voulant absolument être dans l'étape d'après ou l'étape mieux, etc., etc., en oubliant du coup nos émotions, ce qu'on a vécu, nos mémoires, ce qui se passe ici. Et c'est ça aussi pour moi l'énergie féminine, c'est honorer tout ça, quoi. Mais c'est d'ailleurs là où on se rend compte qu'on n'est pas dans une société qui permet ça, quoi. Tu vois ? Exact. Parce que la société, elle permet pas de prendre ces moments, de se poser. Les moments de vide, en fait, ils sont plus autorisés, tu vois. Et c'est revenir à ça, ce serait pas mal. Et c'est un petit peu ce que nous amène 2020 aussi, quoi. À revenir dans un moment passif aussi, un peu moins. C'est trop ça. Et tu vois, là, j'ai la vision de, imagine, on est au bloc, en train d'être dans ce truc d'IVG, et qu'en fait, après cette intervention qui est douloureuse, presque même laisser une pause et un silence, que ce soit même 2-3 minutes, au lieu de dire ok, va dans ta chambre, c'est bon, ça va. Est-ce que ça va, juste même laisser la place au silence et digérer, en fait. C'est vraiment ça. Ouais, c'est clair que c'est pas une société qui nous facilite ça, mais qu'en même temps, avec ce qui se passe, on tend à ça. Et moi, j'aime pas croire et j'aime pas dire qu'on a comme éteint le féminin pour mettre un masculin très présent avec une société patriarcale, etc. Je vais pas rentrer dans un truc politique, hein, vous inquiétez pas. Mais moi, j'ai l'impression justement qu'en fait, quelque part, l'énergie féminine, elle avait besoin d'être dans un repos et dans peut-être justement un effacement, comme une sorte de gestation, avant de pouvoir justement se réveiller, renaître, etc. Et moi, je pense qu'au contraire, justement, on n'était pas plus là, ou je sais pas, ou dans ce truc de bataille, et qu'en fait, on était juste en gestation et qu'il y avait des choses qui étaient en train de se passer, mais sous la terre, et que même si ça se voyait pas, et que là, en fait, il y a plein de petites pousses qui sont en train de venir. Et oh là là, c'était pour finir dans la poésie. Ouais, c'est joliment. On va être obligé de s'arrêter là-dessus, hein, parce que c'est une super belle vision. C'est une belle métaphore. Voilà. Bon, moi, j'ai trouvé ça top, vraiment, comme témoignage. Je te le redis, donc un grand merci. C'était très intéressant. Merci beaucoup, les filles. Je tenais à dire que je suis très contente déjà de l'avoir fait. C'était pas hyper confortable. Ça l'est jamais, je pense, quand on se dévoile comme ça et qu'on parle de... Mais j'avais vraiment à cœur de le faire parce que j'ai envie, par ces messages de ma vie, en fait, de permettre aussi à d'autres femmes de parler et d'exprimer. Je pense que l'expression, c'est quelque chose qui me parle beaucoup en ce moment, et ouais, juste de porter sa voix, et merci à vous d'aider ça, en fait. D'ouvrir avec Open. Ben moi, c'est très touché que je finis ce podcast, les filles. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'hésitez pas à nous rejoindre sur notre Instagram Saya Origine pour venir nous soutenir et débattre